Eh bien, bonsoir. Je tiens à remercier d'abord Steve et Jean-Michel pour m'avoir invité à contribuer à ce livre et pour l'invitation de venir à Toulouse. Ce n'est pas la première fois, c'est peut-être la dernière il y a 15 ans. Et donc, je suis d'origine finlandaise et d'ailleurs, Finlande, c'est un pays intéressant du point de vue du nucléaire et des rapports entre la France et la Finlande, parce qu'on a des expériences un peu problématiques avec le fameux réacteur EPR, European Pressurized Reactor. Voilà, mais maintenant, depuis 7 ans, j'habite à Barcelone et je travaille à Barcelone. Avant, j'étais à Paris. Donc, pardon my French, comme on a l'habitude de dire, j'ai un peu perdu l'habitude de parler français, mais de toute façon, je vais essayer. Et sur le chapitre, quand on m'a invité de contribuer, écrire ce chapitre, je me suis dit que le nucléaire, c'est quand même un peu différent de Green Backlash. Et on peut peut-être en parler si vous êtes d'accord, mais à mon avis, il ne s'agit pas d'une attaque traditionnelle contre l'écologisme, mais plutôt d'un changement, un critique contre la façon dont les écolos définissent le rôle du nucléaire. Et pourquoi donc, on pourrait dire que le critique contre les écolos antinucléaires est motivé principalement par les arguments climatiques et de sécurité énergétique de plus en plus, mais surtout le climatique. Donc, et un autre message important, c'est que le nucléaire et surtout les petits réacteurs modulaires, peut-être un peu moins en France, mais au niveau international, fonctionne comme une sorte de reconfigurateur des communautés écolos, mais aussi des communautés nucléaires, au sein de la communauté nucléaire, on pourrait dire. Donc ce sont les messages clés de ma présentation. Là, j'ai mis tout simplement une charte des centrales nucléaires pour vous rappeler qu'il y a 57 réacteurs en opération en France, presque partout éparpillés en France sur 19 sites. Là, c'est une charte un peu plus spécifique. On peut y revenir si vous voulez, mais c'était juste un rappel. Un autre rappel, c'est la situation actuelle du nucléaire en France, la renaissance ou la relance du nucléaire en France. Donc, ce que le gouvernement prévoit actuellement, c'est d'abord la prolongation de la durée de vie des réacteurs existants, des 57 réacteurs, ce qu'on appelle le grand carénage. Et on a estimé le coût entre 50 et 100 milliards d'euros. 100 milliards, c'est un chiffre suggéré par la Cour des comptes. 50, c'est plutôt EDF. Donc il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus, combien ça va coûter en réalité. Donc on prévoit 6 nouveaux réacteurs EPR qui ont été annoncés il y a 3 ans. Macron les a annoncés. Coût estimé 67 milliards d'euros. Mise en opération à partir de 2035-2037 sur 3 sites qui ont déjà été choisis. Éventuellement, on peut construire 8 réacteurs de plus d'ici à 2050. C'est ce qu'on prévoit. Et en plus, des petits réacteurs, les SMR, Small Modular Reactors. Mais en France, c'est un peu une question secondaire, on pourrait dire. Donc l'accent est mis sur les grands réacteurs. Et finalement, la fermeture du cycle, c'est vraiment le rêve, le fondement de tous les programmes nucléaires en France depuis les années 50 en réalité. Donc là, l'idée, c'est de développer des réacteurs, ce qu'on appelle
réacteurs à neutrons rapides ou surgénérateurs qui sont capables de produire de combustible plus qu'ils en consomment. Donc c'est vraiment le grand rêve, surtout en France, mais aussi ça l'a été dans les années 50 au sein de la communauté nucléaire au niveau international. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans presque tous les autres pays, sauf la France, on a abandonné cette idée pour des raisons techniques, de sûreté et surtout économiques. Donc c'est avéré extrêmement cher, mais aussi techniquement très compliqué. Donc il y a cette narrative qu'on trouve encore aujourd'hui, et peut-être un peu plus qu'il y a quelques années, que l'arrêt des réacteurs superphénix, il y a sûrement des gens qui connaissent cette histoire du surgénérateur superphénix, et la communauté nucléaire française considère que c'était un arrêt complètement motivé par des raisons politiques, que c'était le gouvernement de Jospin avec Voynet en 1997 qui a décidé la fermeture. Et la même chose sur la fermeture d'Astrid, et là, ça c'était sous Macron, déjà pour des raisons économiques essentiellement. Là, je ne vais pas me parler, et d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste du côté technique du nucléaire, mais si vous voulez, on peut... Ça, c'est un peu l'image du rêve de la fermeture du cycle de combustible. Et je vais passer rapidement là-dessus aussi. Yves Bréchet, c'est vraiment quelqu'un qui a un poids ou un parcours particulier dans le monde du nucléaire en France, et c'est un des premiers principaux préconisateurs ou défenseurs des surgénérateurs, des réacteurs à neutrons rapides. Et ces arguments sont qu'il faut rendre le nucléaire durable, justement, en créant en recyclant le combustible. Et que c'est une façon de meilleure utiliser les ressources, l'uranium, et aussi ça est censé faciliter la gestion des déchets radioactifs. Mais l'important ici, pour ce texte que j'ai écrit, c'est que la France a été pionnière dans ce domaine de développement de ces réacteurs, et que les arrêts de Superphénix et d'Astrid sont des fautes graves contre l'intérêt du pays. Et il est encore temps de les corriger. Et en fait, c'est ce qui est arrivé l'année dernière. Non, c'était cette année, au début de cette année, qu'on a pris la décision de relancer encore une fois la recherche sur la fermeture du cycle. Donc ça, c'était une trop longue histoire sur la fermeture du cycle. Pour aller à des précédents un peu plus récents et à des problèmes actuels ou des défis actuels de la renaissance du nucléaire en France, c'est l'histoire de EPR en Flamanville, Olkiluoto en Finlande et en Angleterre, Hinkley Point. Les trois projets qui sont très chers, les coûts ont excédé les estimations et qui font face à des délais. Par exemple, le réacteur finlandais a été mis en opération 14 ans en retard. Il y avait le Fukushima qui a provoqué des problèmes bien évidents pour le secteur. Les problèmes, la faillite de l'Areva, en fait, à cause des problèmes d'EPR en Finlande. Problèmes économiques, l'endettement d'EDF, puis ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, la longue période quand on ne construisait pas des réacteurs après l'accident de Tchernobyl, qui ont mené à une perte des compétences dans le secteur en France. Donc, bref,
le problème en France, c'est en grande partie qui va faire ce travail de prolongation des centrales, construction de nouvelles centrales, développement des petits réacteurs modulaires. Donc il y a des bonnes raisons de douter la possibilité de la mise en œuvre de ces grands projets du gouvernement. Donc finalement, je viens à la question de l'argument. C'est la faute aux écolos. C'est un argument quand même utilisé par les nucléaristes, si on veut utiliser ce mot, depuis des décennies, en fait. Donc, on peut évoquer quatre arguments principaux, mais en réalité, moi, je dirais qu'il y en a deux principaux. Donc, le premier, c'est que les écolos ont exagéré les risques de radiation. On parle des peurs irrationnelles suscitées par les discours écologistes, qu'on a exagéré les conséquences des grands accidents, et on dénonce les décisions soi-disant émotionnelles et précipitées de fermer le Superphénix 97, fermeture ou sortie du nucléaire déclarée par Merkel tout de suite après Fukushima, etc. Et puis ensuite, la deuxième grande catégorie d'arguments, c'est qu'il y a un puissant lobby antinucléaire qui est financé par un lobby international des énergies fossiles, un lobby qui a pénétré l'exécutif et l'administration en France, et puis troisièmement que ce sont surtout les Allemands, les écolos allemands qui ont pénétré le système français à travers les institutions, des fondations proches des partis verts et de gauche surtout. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on est arrivé à une surréglementation qui est très coûteuse et non nécessaire pour garantir la sûreté nucléaire. Donc, toutes ces peurs irrationnelles et les lobbies ont mené à ce résultat. Et ce qu'on peut dire à propos de ces arguments, c'est que d'abord, on peut dire que ces arguments sont un peu faciles pour une excuse, un bouc émissaire assez facile pour le secteur. Et les pro-nucléaires, ils préfèrent ou ils oublient intentionnellement un certain nombre ou en fait les arguments les plus importants mis en avant par les antinucléaires. C'est la lenteur, que le nucléaire est très, très lent, c'est très coûteux pour lutter contre le changement climatique. Puis l'opacité et le centralisme qui sont inhérents dans le secteur. Et puis on parle aussi des synergies entre le nucléaire civil et militaire. Et moi je dirais là-dessus qu'en réalité dans le contexte actuel géopolitique, par exemple en Finlande, c'est en train de devenir presque un atout pour le nucléaire civil. Mais là-dessus on peut parler peut-être. Et puis à propos de l'argument des antinucléaires, comme quoi les antinucléaires sont émotifs, si on regarde les décisions de la sortie du nucléaire en Allemagne ou la fermeture de Superphénix, on peut constater qu'en réalité, ce n'étaient pas des décisions hâtives et précipitées. En revanche, au contraire, il y avait une longue période qui a précédé la fermeture. Il y a plein d'études, plein d'analyses, d'expertises, de libérations au sein du Parlement, par exemple, sur ces décisions. Et puis, deuxièmement, j'ai mentionné que presque tous les pays du monde, sauf la France, ont abandonné l'idée de la fermeture du cycle et le développement des réacteurs à neutrons rapides pour des raisons économiques, de sûreté, prolifération, etc. Et puis, l'argument que le lobby antinucléaire est extrêmement puissant, un peu invraisemblable si on pense au contexte français. 57 réacteurs en opération, presque 70% de l'électricité qui provient du nucléaire,
une filière industrielle et de recherche qui est bien installée, établie depuis des années 60 et consolidée dans les années 70. Les emplois, la dépendance ou l'importance de ce secteur, on estime à 220 000 emplois directs et indirects produits par le nucléaire. 5 000, d'accord. Et au niveau international, aussi, on peut constater qu'il y a un lobby. On peut parler d'un lobby nucléaire assez puissant. Et les Français, bien sûr, occupent une place de privilège, place privilégiée dans cette communauté. Et finalement, on peut mentionner par exemple la taxonomie verte de l'Union européenne qui a été adoptée en 2022. Là, ça a été précédé par beaucoup de discussions sur si on va inclure nucléaire ou non. Est-ce qu'on va définir nucléaire comme une source d'énergie soutenable ou non, ou durable? Et bien sûr, le lobby français, ou disons, le gouvernement et l'industrie français ont fait de la pression, ont été très influents avant cette décision. Donc, juste un rappel de nouveau. Donc, pour résumer, plutôt que les antinucléaires, les problèmes du nucléaire proviennent de l'intérieur de la filière. Et c'est reconnu par beaucoup de gens du sérail, des initiés du nucléaire. Donc il y a manque de capacité industrielle, les ressources humaines que j'ai mentionnées déjà, l'EPR qui est extrêmement compliqué comme design, qui n'était même pas finalisé avant le lancement des projets, les luttes au sein du filière entre Areva et EDF, par exemple, quand Areva existait encore, etc. Et que les estimations des coûts initiaux de la construction des centrales ont été irréalistes. Donc peut-être je ne vais pas parler des petits réacteurs modulaires, juste pour mentionner que c'est le sujet qui m'intrigue et sur lequel je travaille actuellement. On peut en parler après si vous voulez. Par contre, je vais aux conclusions, donc une sorte de conclusion sur j'ai mentionné la reconfiguration des communautés écologistes et nucléaires. Là, j'ai commencé à énumérer des différentes sous-communautés qui existent. Et donc, parmi les écologistes, il y a les écolos antinucléaires qu'on peut appeler traditionnels. Mais après, les écomodernistes qui sont assez puissants au niveau international, moins en France, mais ce sont essentiellement des gens technosolutionnistes qui proposent énergie nucléaire comme une source de... C'est une sorte de retour aux années 50-60, techno-optimisme mélangé avec écologisme. Donc leur argument, c'est que c'est la seule façon dont on peut lutter contre le changement climatique, par exemple, à travers le nucléaire. Après, il y a des écolo-rationalistes qui sont quand même pour la sobriété. Et moi, je dirais que Jancovici, on pourrait le mettre un peu dans ce casier. Il y a des gens qui sont pour la décroissance et contre le nucléaire, c'est un peu logique. Et des croissantistes qui sont pro-nucléaire aussi, qui considèrent le nucléaire comme essentiel, au moins comme une source d'énergie transitionnelle durant une période de transition. Et finalement, la communauté nucléaire, de la même façon, surtout les petits réacteurs, la nouvelle promesse, a un peu brouillé les communautés au sein de la communauté nucléaire. Mais je pense qu'il vaut mieux que j'arrête. Si vous avez des questions là-dessus,
Et, eh bien, merci de votre patience.